La sous-marine soviétique a cessé de communiquer. Un jour plus tard, des dizaines de navires militaires et d'avions fouillant les eaux sombres de la partie nord de l'océan Pacifique. L'URSS mène une opération de recherche sans précédent. Ce n'est pas simplement une sous-marine qui a disparu, c'est la K-129. À son bord, en plus des technologies avancées, se trouvent des missiles nucléaires dont la puissance de chacun suffirait à détruire une cinquantaine de Hiroshima. Une semaine passe, 2, 1 mois, mais les recherches n'apportent aucun résultat. La K-129 est introuvable. Ce n'est pas seulement une question de trouver une aiguille dans une botte de foin, mais lorsque la superficie de la botte est de 2 millions de kilomètres d'eaux océaniques profondes, la tâche devient pratiquement impossible. Au bout de 6 mois, l'Union soviétique met officiellement fin aux recherches. À ce moment-là, personne au sein du gouvernement soviétique ne sait que leur sous-marine nucléaire a déjà été retrouvée par les Américains. Nous sommes en 1968. La guerre froide bat son plein. Une sous-marine contenant des échantillons de missiles nucléaires soviétiques, des codes secrets et d'autres technologies militaires est un véritable trésor pour les États-Unis. Cependant, le fait qu'ils aient pu retrouver la K-129 au fond de l'océan ne signifie encore rien. Soulever un énorme objet pesant 1000 tonnes depuis une profondeur de 5 km n'a encore jamais été tenté, simplement parce que cela a été considéré comme impossible. De plus, tout le processus de préparation et d'exécution d'une opération technologique aussi complexe doit se dérouler dans une atmosphère d'absolue confidentialité. Bien que l'Union soviétique ait cessé les recherches, la sous-marine militaire leur appartient toujours. Cela signifie que ce que les Américains s'apprêtent à faire est du vol d'un objet militaire, que l'URSS pourrait interpréter comme une déclaration de guerre. À cette époque, à la fin des années 60, de nombreux responsables militaires américains étaient opposés au vol de la sous-marine. Trop compliqué, trop risqué, trop long et coûteux. Mais tandis que certains voyaient des obstacles insurmontables, d'autres y percevaient une opportunité unique. Le vol de la sous-marine soviétique K-129 est devenu l'opération la plus désespérée et la plus vaste de la CIA. Cela a pris plusieurs années, nécessitant d'énormes ressources humaines et matérielles, des percées technologiques incroyables et un niveau de secret extrêmement élevé. Comment l'Union soviétique a perdu une immense sous-marine chargée de missiles nucléaires et comment les Américains l'ont volée. C'est l'histoire de l'opération Azoria. Sous le couvert de la nuit, la sous-marine soviétique dotée de missiles nucléaires balistiques a quitté sa base sur la péninsule de Kamchatka. Pour la K-129, il s'agissait d'une sortie en mer routinière mais inattendue. Ce n'est qu'en novembre que l'équipage était revenu de son précédent service. Après 2 mois dans l'océan, la sous-marine avait besoin d'une réparation planifiée et les marins d'un repos bien mérité. En général, de telles sous-marines effectuent pas plus de 2 sorties en mer par an. Cependant, plusieurs autres sous-marines ne pouvaient pas partir en mission en raison de pannes techniques. L'équipage de la K-129 a donc été convoqué en urgence par le commandement. La sous-marine compte 98 personnes à son bord. Elle est dirigée par Vladimir Kobzir. À 38 ans, il a fait une carrière militaire impressionnante. Capitaine de premier rang avec une grande expérience maritime, titulaire de l'ordre de l'Étoile rouge. Ce service à bord de la K-129 devait être le dernier avant que Kobzir ne soit promu pour diriger plusieurs sous-marines à la fois, mais déjà assis derrière un bureau, dans un bureau spacieux. Le commandant adjoint de la sous-marine, le capitaine de deuxième rang, Alexandre Jouravine. Cet officier de 34 ans, après son retour de cette mission,
occupera probablement le poste de responsable de la K-129. Sa femme, Irina, comme d'autres épouses de sous-mariniers, bien qu'elle ne fût pas ravie, s'était habituée au fil des années à ce que son mari passe des mois loin de la maison. D'une certaine manière, cela faisait partie de leur accord avec l'État. Les familles des sous-mariniers, en particulier celles des officiers, vivaient une vie confortable selon les normes soviétiques. En échange, les maris accomplissaient un travail important, dangereux et parfois imprévu pour le bien de la patrie. Les sous-marines de la flotte du Pacifique constituaient une ressource militaire stratégique essentielle pour l'Union soviétique. Elles représentaient une menace immédiate pour la côte ouest du principal adversaire géopolitique, les États-Unis d'Amérique. La K-129 n'était pas tout à fait une nouvelle sous-marine. Elle était en service depuis le début des années 60. Cependant, depuis lors, elle avait été modernisée et à l'occasion de sa sortie en février 68, de nombreux systèmes à bord étaient au niveau des sous-marines les plus avancées de la flotte soviétique. À l'intérieur de cette immense machine de près de 100 mètres de long se trouvaient des moteurs puissants, des torpilles dévastatrices et, surtout, 3 missiles balistiques nucléaires R-21, chacun d'eux étant 60 fois plus puissant que la bombe larguée sur Hiroshima. Ces missiles constituaient le principal avantage stratégique d'une telle sous-marine. Et il ne s'agissait pas seulement de leur puissance. À une époque où les deux superpuissances se soupçonnaient mutuellement de vouloir effacer l'adversaire de la surface de la Terre, il était crucial pour chacune d'elles de savoir où se trouvaient les missiles nucléaires de l'ennemi. Les détecter sur Terre n'était pas si difficile. L'URSS et les États-Unis se surveillaient activement grâce à des avions de reconnaissance, des satellites et des espions sur le terrain. En d'autres termes, ils savaient généralement où se trouvaient les missiles à terre, et en cas de déclenchement d'une guerre, ces bases seraient les premières cibles à détruire. Mais l'eau est une toute autre affaire. La K-129 et d'autres sous-marines similaires pouvaient devenir invisibles. Cela signifie qu'elles étaient capables de plonger à grande profondeur, de s'éloigner discrètement vers presque n'importe quel point de l'océan Pacifique, y compris assez près du territoire des États-Unis, et en cas de conflit militaire, de lancer des missiles nucléaires. En un mot, si ce n'est pas une super-arme, qu'est-ce que c'est? Après avoir quitté le port, la K-129 a mis le cap au sud. À ce moment-là, Vladimir Kobzir n'avait pas encore toutes les informations concernant la mission de la sous-marine. En gros, il était clair que la sous-marine se dirigerait vers Hawaï et patrouillerait dans la région jusqu'à son retour à la base sur la péninsule de Kamchatka le 5 mai. Cependant, à bord, le capitaine attendait une enveloppe contenant des instructions précises du commandement. Il ne pouvait l'ouvrir qu'après avoir atteint l'océan ouvert au 3e jour de navigation. Potentiellement, l'enveloppe pouvait contenir un ordre de lancer des missiles nucléaires sur plusieurs bases militaires des États-Unis. Cela signifie qu'il était possible que le capitaine de la K-129 doive déclarer la guerre. Bien sûr, c'était un scénario extrême. Kobzir et son adjoint Jouravine comprenaient que, très probablement, la mission de la sous-marine consisterait en une patrouille routinière et à éviter d'être détecté par les navires et sous-marines américains. Ce dernier point était l'un des principaux indicateurs de l'habileté du capitaine. La K-129 est une sous-marine diesel électrique. En termes simples et pratiques, cela signifiait que la patrouille se résumait à 3 mots: faire surface, recharger, plonger. Ainsi, c'était un cycle. Le moteur diesel
permettait de naviguer relativement rapidement, mais il était bruyant et ne permettait de plonger qu'à faible profondeur. En d'autres termes, à ces moments-là, la sous-marine devenait une cible visible, les batteries électriques permettant de se déplacer silencieusement à grande profondeur. Le problème, c'est que l'autonomie des batteries était limitée. Pour les recharger, il fallait faire surface et naviguer un certain temps avec le moteur diesel. La communication radio avec la sous-marine pendant la navigation est un autre aspect important de la confidentialité. Les militaires soviétiques savaient parfaitement que l'ennemi pouvait intercepter les transmissions, bien que celles-ci soient codées. Les Américains ne pouvaient pas déchiffrer les messages, mais ils pouvaient déterminer d'où ils provenaient. Par conséquent, la K-129 devait passer la majeure partie de son patrouille, de 2 mois, en mode silencieux, ne communiquant que rarement depuis des points spécifiques. Le 25 février, la sous-marine a transmis son dernier signal, avant de plonger et d'entrer en mode silence radio pendant presque 2 semaines. Naviguer sur une sous-marine soviétique, avancée à la fin des années 60, représentait un véritable défi pour les marins. Il ne s'agissait pas seulement de la responsabilité d'une sous-marine armée d'armes destructrices, mais aussi des aspects quotidiens. L'équipage devait passer 2 mois de service dans un espace étroit, où il était difficile même de lever le bras. Il n'y avait pas d'air frais et l'odeur âcre du diesel s'infiltrait sous la peau. L'eau douce était d'une valeur inestimable. Son approvisionnement était strictement limité et chaque membre de l'équipage n'avait droit qu'à 1 litre par jour. Cette ration incluait la boisson, le lavage et, de temps en temps, la lessive. Néanmoins, les 88 membres de l'équipage, y compris les commandants, savaient à quoi ils s'engagèrent. Ce n'était pas leur première sortie en mer sur une telle sous-marine. Les 2 premières semaines de navigation, le commandement à terre n'avait aucune raison de s'inquiéter. Selon le plan, la K-129 devait établir une communication le 8 mars. Lorsque cela ne se produisit pas, l'officier de service transmit l'information à la hiérarchie, qui déclara l'alerte. Cela ne signifiait pas automatiquement qu'il était arrivé quelque chose de grave à la sous-marine. La communication radio n'est pas une technologie infaillible. Les conditions météorologiques pouvaient également poser problème, ou, par exemple, si le capitaine réalisait qu'un navire ou une sous-marine américain se trouvait à proximité. Dans ce cas, il pouvait décider de ne pas établir de contact. Mais lorsque la K-129 ne donna toujours pas de signaux le lendemain, la panique commença à s'installer. L'Union soviétique n'avait jamais perdu de sous-marine équipée de missiles nucléaires. Le cauchemar des responsables de la marine devenait réalité. L'amiral Victor Degala, commandant de la division de la flotte du Pacifique, à laquelle appartenait la K-129, était responsable de l'opération de recherche. Il a émis plusieurs hypothèses sur les raisons pour lesquelles la sous-marine n'avait pas établi de contact. Une défaillance de l'antenne, une collision avec un autre navire, une perte de flottabilité inattendue due à une forte fuite, un incendie majeur causé par l'ignition du carburant des missiles, des conditions météorologiques extrêmes sous forme de fortes vagues pouvaient théoriquement être la cause du naufrage de la sous-marine. Cependant, pour déterminer laquelle de ces hypothèses était vraie ou si la raison était autre, il fallait retrouver la sous-marine. Ainsi débuta une opération de recherche sans précédent. La sous-marine militaire américaine, Barb, effectuait une patrouille planifiée près de la péninsule de Kamtchatka. À ce moment-là, le commandant du navire remarqua une activité soviétique extrêmement inhabituelle. Plus de 3 dizaines de sous-marins étaient sortis en mer. À l'aide de sonars et de caméras,
Ils cherchaient des traces de la sous-marine, à la surface et sous l'eau. Plus d'une cinquantaine d'avions survolèrent la zone pour effectuer des recherches depuis les airs. L'ampleur des recherches s'expliquait par l'importance de la perte et l'immense espace à couvrir. Les dirigeants militaires soviétiques savaient quel itinéraire la sous-marine devait suivre et quelle distance elle aurait pu parcourir d'ici le 8 mars. Mais même en tenant compte de ces données, la zone de recherche s'étendait finalement sur plus de 2 millions de kilomètres d'eux. Les militaires cherchaient la K-129 elle-même, ou ses débris, ou des traces de carburant à la surface. Ils cherchaient n'importe quoi. La situation était aggravée par des conditions météorologiques difficiles et par le fait que la profondeur de l'océan dans cette région atteignait environ 5 kilomètres. Cela signifie que si la sous-marine avait sombré, il serait presque impossible de localiser son emplacement. Le 5 mai, la K-129 devait revenir à sa base sur la péninsule de Kamtchatka. Les proches des sous-mariniers essayaient d'obtenir des informations auprès des commandants, mais en réponse, ils recevaient à peine plus que du silence. Les dirigeants de la marine soviétique n'avaient, en réalité, rien à dire. Ils ne savaient pas eux-mêmes ce qui était arrivé à la sous-marine, quelle était la destinée de l'équipage et, enfin, où se trouvait la K-129. Le fils de 8 ans du commandant adjoint de la sous-marine, le petit Ivan, demandait à sa mère, Irina Jouravina, depuis des semaines où était son père. Il n'était jamais parti aussi longtemps. « Papa est en mer », répondait-elle. Ce n'est qu'au début septembre, 6 mois après la disparition de la sous-marine, que le commandement de la marine a publié un rapport succinct. Selon le texte, la sous-marine K-129 avait été perdue lors de son service et tous les membres de l'équipage étaient présumés décédés. Cela signifiait non seulement un lourd fardeau d'incertitude pour les proches des sous-mariniers, mais aussi des difficultés pratiques. Si les militaires étaient officiellement déclarés morts, leurs familles recevaient une pension mensuelle. Cependant, la formulation « présumés décédés » signifiait que les membres des familles des sous-mariniers de la K-129 n'avaient droit qu'à un versement unique équivalent à 2 mois de salaire du militaire. Et c'était tout. Peu après, sur ordre du ministère de la Défense, la sous-marine K-129 fut retirée du registre des navires militaires, comme si elle n'avait jamais existé. Ce que ne savaient ni les proches des disparus, ni les commandants de la marine soviétique, c'est que l'emplacement de la K-129 était déjà depuis longtemps connu des États-Unis. Le quartier général du ministère de la Défense américain est souvent désigné sous le nom de Pentagone. À la fin des années 60, le bureau du chef des opérations navales se trouvait au 5e étage. Sous cette formulation officielle se cachait un département chargé des missions sous-marines secrètes. Et ce département n'était pas seulement inconnu du grand public, mais aussi de la plupart des employés de ce légendaire bâtiment pentagonal. La principale orientation du département secret était axée sur les technologies militaires sous-marines de l'URSS. Plus d'1 mois s'était écoulé depuis la disparition de la sous-marine. Au département des opérations sous-marines, on savait que la mission de recherche soviétique n'avait abouti à rien. Il comprenait également que le sous-marin disparu était probablement la K-129. Cela signifiait que si les Américains parvenaient à la retrouver, ils auraient accès à des secrets uniques de l'industrie militaire soviétique, parmi lesquels le sous-marin lui-même, des missiles nucléaires et un système de codage des messages. Et bien que même l'URSS n'ait pas réussi à localiser son propre sous-marin précieux, au département des opérations sous-marines secrètes du Pentagone,
On pensait qu'il pourrait y parvenir grâce à une technologie intéressante. À grande profondeur, le principal moyen d'obtenir des informations était le son. Les sous-marins laissèrent derrière eux une sorte d'empreinte sonore. Des hélices spécifiques, des moteurs particuliers, une certaine forme de coque produisait un son distinct sous l'eau, qui pouvait être capté à de grandes distances. Dès les années 50, les Américains avaient commencé à installer le long des côtes du pays, sur le fond océanique, un système d'hydrophones. Ces dispositifs pouvaient détecter des signaux sonores et permettaient de suivre les sous-marins soviétiques, leurs déplacements ou leur lancement de missiles. Lorsque les Américains ont analysé les données des hydrophones du 1er au 15 mars 1968, ils n'ont d'abord rien trouvé de suspect. Ce n'est qu'en procédant à une nouvelle analyse qu'ils ont remarqué quelque chose qui ressemblait à une explosion. Cela ne ressemblait ni à un phénomène naturel, tel qu'une éruption d'un volcan sous-marin, ni à un lancement de missiles par des sous-marins soviétiques. C'était bel et bien une explosion. Et ses coordonnées se situaient entre la péninsule de Kamtchatka et Hawaï, précisément là où le trajet de la K-129 avait probablement eu lieu. Beaucoup rêvent de trouver un trésor précieux au fond de la mer. Certains imaginent des navires coulés chargés d'or, d'autres des civilisations anciennes perdues dans les profondeurs. Pour les personnes travaillant au Pentagone, à la fin des années 60, découvrir un sous-marin soviétique rempli de technologies secrètes équivalait à trouver à la fois le Titanic et l'Atlantide. L'idée de remonter la K-129 du fond est apparue presque immédiatement après que les coordonnées de l'explosion suspecte aient été révélées. En théorie, c'était un excellent plan. En pratique, c'était absurde et irréalisable. Tout d'abord, la profondeur de l'océan dans cette région est d'environ 5 km. Les Américains n'avaient pas l'équipement nécessaire pour remonter un sous-marin entier depuis une telle profondeur. Personne dans le monde, à ce moment-là, ne disposait d'un tel équipement. De plus, il n'y avait aucune garantie que quelque chose de précieux pour les militaires américains soit encore présent à bord de la K-129. L'explosion elle-même aurait pu détruire la majorité du contenu du sous-marin, et si ce n'était pas le cas, en raison de la pression de l'eau et de la collision avec le fond océanique, le sous-marin s'était probablement disloqué en petits morceaux. Cela signifie que la première étape devait être le renseignement. De la base militaire de la Jola, le sous-marin Halibut est sorti. Autrefois, c'était un sous-marin ordinaire de la marine américaine. Au milieu des années 60, il a été entièrement reconstruit et transformé en navire de recherche océanographique. Sous ce prétexte, le sous-marin a été équipé de caméras, d'électronique, de sonars, de dispositifs d'enregistrement sonore et d'autres technologies. En réalité, la principale mission du Halibut était l'espionnage sous-marin. Et en juillet 1968, il devait accomplir sa mission la plus importante. À l'origine, tout ce qui concernait l'opération liée au sous-marin soviétique K-129 se déroulait dans une atmosphère d'absolue confidentialité. Seule une poignée de personnes avaient accès à l'information. Un exemple frappant de cela est la mission du sous-marin Halibut. Tout d'abord, les autorités soviétiques ne devaient pas connaître l'objectif de sa navigation en 1968. C'est pourquoi le sous-marin se déplaçait avec la plus grande prudence afin de ne pas être détecté par les navires ou sous-marins ennemis. Ensuite, parmi les quelques 150 membres de l'équipage du Halibut, la plupart ne savaient pas le véritable but de leur mission en juillet 68. Par exemple, le spécialiste des caméras, qui était censé photographier le sous-marin soviétique, ignorait qu'il cherchait un sous-marin. On lui avait simplement ordonné de prendre des milliers de photos du fond marin, de les développer
et de faire un rapport à la hiérarchie s'il voyait quelque chose d'inhabituel. Et 2 mois plus tard, il a vu, sur les photos en noir et blanc granuleuses, le sous-marin K-129 était clairement visible, reposant au fond. Il s'était disloqué en 2 grandes parties, mais, dans l'ensemble, il était en bon état. Lorsque le halibut est revenu à la base de Pearl Harbor, une limousine noire les attendait. Plusieurs officiers de la marine, accompagnés de gardes, en sont sortis. Le capitaine du sous-marin leur a remis une mallette et ils sont partis. Dans le coffre se trouvaient les photos du sous-marin K-129 qui était en route pour Washington. John Paragonski a commencé sa carrière à la CIA immédiatement après la création de l'agence, à la fin des années 40. Fils d'un émigrant de l'Empire russe, il a d'abord servi dans les forces aériennes pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a travaillé sur des projets d'avions au sein de la CIA. Il était à l'origine des célèbres avions de reconnaissance U-2 et A-12, dont la principale mission était l'espionnage du territoire soviétique. C'est pourquoi, lorsque la CIA a été chargée de remonter un sous-marin soviétique du fond, le quinquagénaire John Paragonski est devenu un candidat logique pour diriger la mission. En juillet 1969, l'opération a officiellement commencé. Elle a reçu le nom de code Azorian. La raison pour laquelle c'est précisément la CIA qui s'est occupée du sort du K-129 résidait non seulement dans l'expérience de l'agence à concevoir des machines de renseignement avant-gardistes à partir de zéro, mais aussi dans sa capacité à le faire dans une atmosphère d'absolue confidentialité. Parmi les hauts responsables militaires américains, il y avait de nombreuses personnalités influentes qui s'opposaient à la tentative de remonter le sous-marin soviétique. Tout d'abord, il est rapidement devenu évident que l'opération nécessiterait des financements colossaux, et il n'était pas certain qu'elle se termine par un succès. De plus, cela pourrait conduire à une guerre. En effet, récupérer un sous-marin étranger au fond de l'océan n'était pas tout à fait légal. L'Union soviétique avait pleinement le droit de propriété sur le sous-marin perdu. C'était leur installation militaire. En d'autres termes, les États-Unis envisageaient de s'emparer d'un sous-marin nucléaire de leur adversaire géopolitique en pleine guerre froide. Inutile de dire que la situation pouvait théoriquement conduire à un affrontement nucléaire. Je pense que non. D'un autre côté, il semblait y avoir une faille dans le droit international qui permettait de récupérer au fond ce que le pays propriétaire avait officiellement cessé de rechercher. Et comment le Soviet Union aurait-il agi à la place des Américains dans une situation similaire? Très probablement de la même manière. En fait, pourquoi très probablement? Ils l'auraient certainement fait. À la fin des années 20, l'URSS a remonté du fond de la mer Baltique le sous-marin britannique L-55, l'a reconstruit et l'a mis en service dans sa propre marine. En un mot, le projet Azorian comportait de nombreux risques, le principal étant la guerre entre puissances nucléaires. Mais le potentiel de gain était si important que la CIA a reçu le feu vert et presque des ressources illimitées pour le développement du projet. Devant un petit groupe d'agents de la CIA dirigé par John Paragonski, se dressait la tâche suivante. Au fond de l'océan Pacifique, à une profondeur de 5 km, se trouvait un sous-marin soviétique pesant environ 1000 tonnes. La question était: comment le remonter entier et indemne, étant donné que personne dans le monde n'avait encore réalisé quelque chose de similaire? Toutes les idées étaient envisagées, même les plus folles, comme celle de fixer des fusées aux sous-marins et de les lancer vers le haut avec le bateau. Cependant, il était difficile de comprendre comment attraper les fusées avec le sous-marin à la surface de l'eau, sans les laisser s'envoler plus loin. Cette idée a été rejetée.
Une autre proposition consistait à utiliser des ballons remplis de gaz qui seraient attachés au sous-marin, permettant ainsi de le faire remonter à la surface. Cela semblait déjà plus réaliste, mais il restait totalement flou comment contrôler la direction des ballons. Ils pouvaient faire surface n'importe où, alors que l'opération nécessitait une confidentialité absolue. Finalement, tout s'est résumé à un plan peu extravagant, mais toujours super ambitieux. Construire un immense navire capable de remonter le K-129 du fond et ensuite de livrer discrètement le sous-marin sur le sol américain. Des navires qui pouvaient théoriquement remonter un grand sous-marin du fond existaient déjà. Le problème était que le record de poids, remonté depuis les profondeurs, était de 50 tonnes. Le sous-marin soviétique pesait 1000 tonnes. Le manganèse est un matériau extrêmement précieux pour l'industrie métallurgique. D'énormes gisements de manganèse se trouvent au fond des océans. À la fin des années 60, l'idée d'extraire des minéraux des profondeurs de l'océan mondial était considérée comme une industrie prometteuse pour un avenir proche. Pour la CIA, le manganèse est devenu la solution à tous les problèmes. Tout d'abord, c'était un camouflage idéal. Pourquoi construisez-vous un tout nouveau gigantesque navire pour l'extraction de manganèse? Que faites-vous dans les eaux internationales, où une sous-marin nucléaire soviétique a peut-être coulé? Nous extrayons du manganèse. Deuxièmement, les seuls spécialistes aux États-Unis capables de créer un super navire pour la CIA étaient la société Global Marine, qui s'occupait déjà depuis de nombreuses années de quelque chose de similaire. Ils construisaient des navires de forage pour les compagnies pétrolières. Cependant, un problème est également survenu ici. Dans l'équipe d'Azorian, il y avait plusieurs personnes dont la tâche immédiate était de promouvoir le projet dans l'espace public. Autrement dit, il fallait donner à tous, y compris à l'URSS, l'impression qu'une entreprise américaine privée construisait un super navire ambitieux pour l'extraction de manganèse et non pour remonter un sous-marin soviétique. Pour cette opération extrêmement coûteuse et complexe, la société Global Marine semblait trop petite pour se permettre les dépenses nécessaires. Les États-Unis ont toujours su produire un certain type de célébrité que l'on peut décrire par l'expression « milliardaire fou ». Un exemple frappant de cela était Howard Hughes Jr., pilote, producteur de films, constructeur aéronautique, investisseur, héritier d'un empire industriel et en même temps un homme extrêmement original, avec une longue liste d'obsessions et de dépendances. Si aux États-Unis et dans le monde, il devenait connu que la société de Howard Hughes envisageait de créer un super projet pour l'extraction de manganèse au fond de l'océan, personne ne serait surpris. Un type incroyablement riche a décidé de faire ce que personne n'avait fait avant lui. Cela semble logique. En fin de compte, le schéma complexe de couverture secrète du projet Azorian était le suivant. La CIA transférerait discrètement des fonds à la société de Howard Hughes. La société de Howard Hughes signait des contrats tout à fait légitimes avec Global Marine pour la construction d'un navire destiné à l'extraction de manganèse. Ainsi, il n'y avait pas de lien direct entre le gouvernement américain et Global Marine, ce qui éliminait toute raison de soupçon pour les autorités soviétiques ou les espions. Ainsi, en 1970, la conception et la construction d'un navire nommé Explorer ont commencé. Au départ, les chances de succès de l'ensemble de l'opération Azorian étaient évaluées à 10%, ce qui est en quelque sorte logique lorsque l'on fait quelque chose pour la première fois au monde. Imaginez que vous vous tenez sur le toit du célèbre gratte-ciel Empire State Building à New York. Vous tenez dans vos mains une barre de 3 mètres
à laquelle sont fixées des pinces. Votre tâche consiste à descendre ces pinces au sol par un câble, à accrocher une voiture entièrement chargée de lingots d'or et à la remonter au sommet du bâtiment. Et tout cela doit être fait sans que quiconque ne s'en aperçoive. Mission impossible, diront beaucoup. À la CIA, on pensait autrement. Au début de 1974, l'opération Azorian avait traversé, sans doute, la phase la plus difficile et, sans aucun doute, la plus longue. Le navire Explorer avait été construit. Cela avait nécessité 4 ans, plusieurs centaines de millions de dollars et des mesures de sécurité incroyables. Mais, malgré tous les obstacles, le navire, qui était en avance sur son temps à bien des égards, était enfin prêt à naviguer. L'Explorer était très grand pour comprendre à quel point il était imposant. Il suffit de savoir que le navire était capable non seulement de remonter un sous-marin pesant 1000 tonnes depuis une profondeur de 5 km, mais aussi de le loger entièrement à l'intérieur du navire pour le transporter discrètement vers une base militaire américaine. Pour cela, un immense espace vide a été créé au milieu du navire. En bas de la coque de l'Explorer se trouvaient d'énormes portes qui s'ouvraient. Par ces portes sortait un dispositif de capture du sous-marin. Il s'agissait d'une sorte de barre suspendue à un câble, à laquelle était fixé un système de pinces dont la tâche était de saisir le sous-marin au fond. Ce système complexe était contrôlé par des ordinateurs extrêmement avancés pour l'époque. Des spécialistes du secteur spatial ont travaillé sur le développement de ces technologies pour le projet Azorian. De plus, le navire devait opérer en pleine mer. Pour mener à bien l'opération, le navire devait rester immobile. Comment maintenir l'immobilité dans un endroit où le courant est constant et où les vagues atteignent plusieurs mètres de hauteur? Pour cela, l'Explorer était équipé d'un système de gimbal unique qui régulait sa position par rapport au mouvement de l'eau. Ainsi, le navire semblait rester immobile, sans bouger, au milieu de l'océan. Et surtout, la CIA avait réussi à réaliser toutes les étapes de la conception et de la construction du navire dans une atmosphère d'absolue confidentialité. La légende de la création d'un navire d'extraction pour un milliardaire extravagant fonctionnait, ce qui n'est pas surprenant, car les mesures de sécurité atteignaient parfois un niveau proche de la paranoïa. Le projet Azorian avait 2 bureaux principaux, l'un à Washington et l'autre à Los Angeles. Toute communication entre les bureaux était systématiquement codée. Personne à l'extérieur ne pouvait déchiffrer les messages. Lorsque John Paragonke devait se rendre au bureau de Los Angeles, il se déguisait en portant une perruque et des lunettes. Parmi les près de 3000 personnes ayant participé, d'une manière ou d'une autre, à la création de l'Explorer, seule une petite partie connaissait son objectif final. Par exemple, dans la société de Howard Hughes, seuls quelques cadres supérieurs étaient informés. Une telle approche était difficile à appliquer à ceux qui devaient directement naviguer sur le navire Explorer pour remonter le sous-marin soviétique. En effet, les agents de la CIA, les spécialistes en informatique, les plongeurs militaires et autres employés secrets ne constituaient qu'une petite partie de l'équipage. Les autres 150 membres étaient des marins ordinaires, chargés de manœuvrer le navire. Ainsi, la CIA a soigneusement vérifié chaque futur marin pour être absolument certaine que chacun d'eux garderait le silence. Après que l'équipage a été constitué, tous ont suivi un cours de formation spéciale qui incluait notamment des connaissances de base en langue russe. Les marins devaient comprendre ce qui serait écrit sur différentes parties du sous-marin. En effet,
Celui-ci devait également transporter des missiles nucléaires. Ainsi, chaque membre de l'équipage de l'Explorer a appris des mots russes tels que nucléaire, radioactif, danger et d'autres. De plus, les marins ont été préparés à l'idée que, en plus du travail potentiellement dangereux avec des objets nucléaires et des munitions, ils feraient face à une épreuve psychologique. À bord du K-129 récupéré se trouveraient les corps de sous-mariniers soviétiques décédés. Après toutes les étapes de préparation, plusieurs tests d'équipement et l'autorisation officielle de commencer par le président américain Nixon, l'Explorer est sorti en mer depuis le port de Los Angeles. Le navire devait maintenant affronter la phase finale et la plus dangereuse du projet Azorian, 42 grammes de latitude nord, 182 grammes de longitude ouest, les coordonnées du point dans l'océan Pacifique où se trouvait le sous-marin soviétique K-129 à une profondeur considérable, 6 ans après que les Américains aient pu prendre ici les premières photos du sous-marin. Ils sont revenus avec un grand navire pour le remonter. L'équipage de l'Explorer a mis plusieurs semaines à préparer le système de capture et à attendre de bonnes conditions météorologiques. Ce n'est qu'à la fin juillet 1974 qu'ils ont commencé à procéder au lancement. Tout se déroulait très lentement. Une partie de l'équipe contrôlait le système depuis le navire. Plusieurs plongeurs se trouvaient sous l'eau et aidaient à exécuter certaines fonctions depuis là-bas. Quelque chose tombait constamment en panne, et la plupart des travailleurs de l'Explorer étaient occupés à effectuer des réparations en mode accéléré. Le temps jouait contre eux. La fenêtre d'opportunité pour l'opération Azorian ne durait que 2 mois d'été, lorsque les conditions météorologiques étaient relativement calmes. Pendant le reste de l'année, il était impossible de mener la mission en raison des vagues et des courants. Et s'ils ne réussissaient pas dans les 2 mois, il y avait de fortes chances qu'ils ne puissent plus jamais le faire. La CIA comprenait que si l'Azorian échouait, il leur serait peu probable de recevoir une seconde chance. C'était un projet trop coûteux et risqué. Au moment où une partie de l'équipage de l'Explorer effectuait une étape complexe et délicate du lancement du système, une autre partie de l'équipe remarqua un navire soviétique à quelques kilomètres d'eux. C'était un remorqueur de sauvetage, un petit bateau, par rapport au gigantesque Explorer. Néanmoins, l'Union soviétique utilisait souvent de tels remorqueurs comme navires de renseignement sous couverture. En théorie, les militaires soviétiques auraient pu tenter de monter à bord du navire américain pour s'assurer que le bâtiment avait réellement des intérêts commerciaux. Le problème, c'est qu'en réalité, le navire était rempli d'équipements et de données secrètes, et les Américains avaient déjà vécu une expérience traumatisante dans un passé récent. À la fin des années 60, il y a eu ce que l'on appelle l'incident du navire Ebala. Ce navire de recherche américain se trouvait dans les eaux de la mer du Japon lorsqu'un navire militaire nord-coréen s'est approché. En réalité, l'Ebala menait des opérations de renseignement et à bord se trouvèrent des agents de la CIA ainsi qu'une multitude d'équipements et de documents secrets. Le navire, son équipage et son contenu secret ont finalement été capturés par les militaires nord-coréens. Pour éviter que cela ne se reproduise, un véritable système de destruction rapide des données secrètes avait été mis en place à bord de l'Explorer. Si les militaires soviétiques montaient à bord, tous les documents importants seraient immédiatement envoyés dans des caisses en fer au fond de l'océan. Le remorqueur soviétique ne s'approchait pas encore de l'Explorer et continuait à faire des cercles à quelques kilomètres de distance, ce qui n'ajoutait qu'à la nervosité. L'espoir principal de l'équipage de l'Explorer était qu'il n'y avait pas de plongeurs
à bord du navire soviétique, car leur opération se poursuivait toujours. Des caméras avaient détecté le K-129 au fond. Bientôt, l'équipe était prête à saisir le sous-marin avec des pinces et à commencer son ascension. Remonter depuis une profondeur de 5 km un poids de 1000 tonnes est une tâche complexe. C'est pourquoi le processus se déroulait très lentement. On s'attendait à ce qu'il prenne plusieurs jours. Le 4 août, les ingénieurs responsables de la gestion de l'équipement ont constaté une forte perte de poids. Après analyse de la situation, il a été découvert qu'une des pinces s'était cassée. Une partie du K-129 était tombée au fond. C'était une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle était que l'autre partie du sous-marin restait toujours capturée. 2 jours plus tard, alors qu'une partie du K-129, capturée par les pinces, continuait de se diriger vers l'Explorer, le navire de renseignement soviétique a commencé à s'approcher rapidement. La tension montait à bord du navire américain. Le remorqueur s'était approché si près que le capitaine de l'Explorer a donné un signal d'alerte sonore. Les 2 navires étaient séparés par moins de 100 mètres. Les équipages des 2 bateaux pouvaient bien se voir. À bord de l'Explorer, personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Si les militaires soviétiques montaient à bord du navire américain et découvraient son véritable objectif, cela serait considéré comme un acte de guerre. Toute l'équipe de l'Explorer se retrouverait en captivité. Lorsque la distance entre les navires est devenue légèrement supérieure à 50 mètres, les Américains ont vu quelque chose d'étrange. L'équipage du remorqueur s'est retourné, a baissé son pantalon, et les Américains ont vu des dizaines de fesses blanches de marins soviétiques. Un éclat de rire a retenti à bord de l'Explorer, et une partie des Américains a répondu de la même manière. Après cela, le remorqueur soviétique a donné 3 coups de klaxon et s'est dirigé vers la côte. Le navire a passé près de 2 semaines à faire des cercles autour du navire américain. Comme il s'avérera plus tard, le navire soviétique avait été envoyé par le commandement, car l'Explorer suscitait des interrogations. Mais comme ils n'ont rien vu de suspect, une fois que les provisions à bord du navire soviétique ont été épuisées, ils sont rentrés chez eux. Quelques heures après l'incident, l'attention de l'équipage de l'Explorer était déjà tournée vers autre chose. Presque tout le monde s'était rassemblé dans un grand espace intérieur, où l'appareil à pince devait tirer une partie du sous-marin soviétique K-129. Personne ne savait quelle était la taille de cette partie, ni ce qu'elle contenait. L'équipage était en attente, suspendu à l'instant. Des eaux sombres de l'océan est apparu le corps du K-129. À la déception de beaucoup, ce n'était qu'un tiers du sous-marin. Le reste, où se trouvèrent les missiles nucléaires, les systèmes de codage des messages et d'autres éléments de grande valeur, reposait toujours au fond de l'océan Pacifique. Le fond de l'océan est un excellent conservateur. Dans les eaux profondes et froides, le K-129 et son contenu pouvaient rester en excellent état pendant des siècles. Mais dès que le sous-marin a été remonté à la surface, des ennemis sournois sont entrés en jeu. La température et l'oxygène. Un processus rapide de décomposition des matériaux a commencé. Il fallait donc agir vite. L'équipage de l'Explorer a commencé à trier les découvertes dans des chambres spéciales. Les objets techniques de valeur étaient replacés dans un endroit, la documentation dans un autre, et les restes des marins dans des réfrigérateurs spéciaux. Bien que seul un tiers du sous-marin ait été remonté, et pas la partie la plus précieuse, des détails intéressants ont immédiatement été découverts. Les Américains ont longtemps pensé que l'URSS
avait pris une avance considérable dans la construction de sous-marins. Cependant, certains détails du K-129 présentaient une image différente. Les autres plaques de la coque étaient souvent irrégulières et variaient en épaisseur. De plus, de nombreux morceaux de plomb ont été découverts sur le sous-marin, qui, très probablement, était utilisé pour ajuster manuellement l'équilibre du bateau. Le travail final d'étude du K-129 devait être effectué par des spécialistes à terre. C'est pourquoi l'Explorer a rapidement commencé à se diriger vers la base militaire américaine à Hawaï. Là-bas, des spécialistes vêtus de combinaisons de protection ont commencé à découper la coque et à réaliser l'analyse finale. Le niveau de radiation était constamment vérifié dans la pièce, car les restes du sous-marin, qui transportait des missiles nucléaires, étaient radioactifs. Tout le travail a été achevé en urgence en 24 heures, avec 2 pauses au cours de la journée. Les Américains savaient qu'à ces moments précis, un satellite soviétique survolait cette zone et pouvait filmer leur activité à bord du navire. Toute la documentation trouvée sur le K-129 a immédiatement été envoyée à Washington. Parmi les découvertes intéressantes se trouvait également un film non développé appartenant à l'un des officiers. Les dernières images sur celui-ci montraient des photos de sa femme et de ses enfants. Ce jour-là, près des côtes d'Hawaï, ont eu lieu les funérailles de 6 marins soviétiques dont les restes avaient été découverts dans la partie remontée du K-129. 3 d'entre eux ont pu être identifiés. Les sous-mariniers, Vladimir Kostyuka, Viktor Lokov, Valentin Osachev et 3 de leurs collègues ont été enterrés en mer avec tous les honneurs, y compris le drapeau soviétique. Un officier de marine soviétique qui avait fait défection aux États-Unis 10 ans auparavant a été engagé comme consultant pour la cérémonie. Cette cérémonie, en mémoire des marins morts en mars 1968 dans l'océan Pacifique, lorsque leur navire a connu une situation d'urgence de nature inconnue, a été ouverte par un officier de marine américain qui a dirigé les funérailles. Le projet Osorian était terminé. Le projet Matador ne faisait que commencer. C'est ainsi que la mission, au cours de laquelle le navire Explorer devait retourner sur le site de l'épave du K-129 et récupérer la partie restante, a été désignée au sein de la CIA. La CIA, un représentant du ministère de la Défense, et le secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, discutaient de la poursuite de l'opération. Elle avait encore de nombreux opposants au sein de la direction. Les arguments étaient tout à fait logiques. L'Explorer avait déjà été confronté à la surveillance des militaires soviétiques. Un deuxième retour du navire au même endroit serait extrêmement suspect, ce qui augmenterait encore les risques d'escalade du conflit. L'argument principal en faveur de la poursuite était simple. Nous avons déjà dépensé plus de 200 millions pour le projet. Et pour revenir et terminer ce qui a été commencé, il ne fallait que 20 millions. En échange, nous obtiendrions une multitude de secrets soviétiques reposant au fond de l'océan. Les partisans de la poursuite de l'opération ont pris le dessus, et l'opération Matador a commencé sa préparation. À la fin de l'automne 1974, un inconnu a laissé une enveloppe devant la porte de l'ambassade soviétique à Washington. La note était courte. L'auteur anonyme y informait que les Américains prévoyaient de remonter une sous-marine soviétique du fond de l'océan Pacifique. Divers courriers sans indication d'auteur étaient régulièrement déposés près du bâtiment de l'ambassade soviétique. L'immense majorité d'entre eux étaient complètement absurdes. Et cette note ne semblait pas plus sérieuse. Pas de détails, pas de sources. Néanmoins, l'ambassadeur soviétique Anatoly Dobrynin en a fait rapport à sa hiérarchie à Moscou.
Aucune réaction publique n'a suivi, mais ce qui se passait derrière des portes closes reste inconnu. Coïncidence ou non, mais à la même époque, des rumeurs circulaient à Washington concernant une tentative désespérée de la CIA de remonter une sous-marine soviétique équipée de missiles nucléaires. Et quelques mois plus tard, le Los Angeles Times a publié un article avec un titre occupant une demi-page, affirmant que les Américains avaient mené une opération pour relever une sous-marine soviétique coulée dans l'océan. À en juger par le contenu, le journal avait une source peu fiable, car l'article contenait de nombreuses erreurs. Il était question de l'océan Atlantique, et la photo montrait un sous-marin qui ne ressemblait en rien au K-129. Cependant, le fait restait un fait. Les journalistes étaient sur la bonne voie. 2 mois plus tard, une grande enquête journalistique a été diffusée sur l'une des stations de radio. Cette fois, l'auteur de l'article connaissait beaucoup plus de détails. L'enquête contenait des inexactitudes, mais dans l'ensemble, l'information était correcte. L'histoire a immédiatement été reprise par d'autres grands médias du pays, et de nombreuses personnes ont appris l'opération Azoria. À ce moment-là, il est devenu évident que le projet Matador était officiellement terminé. Il n'y avait aucune chance que, après le bruit dans la presse, les autorités soviétiques ne soient pas au courant des tentatives de la CIA de relever leurs sous-marins de combat. Maintenant, le principal enjeu était de savoir comment l'URSS réagirait. Publiquement, l'Union soviétique est restée silencieuse. En privé, tout s'est limité à des échanges écrits entre les ministères diplomatiques où l'URSS exprimait ses inquiétudes concernant les articles parus dans la presse américaine au sujet de leurs sous-marins. Les États-Unis, bien sûr, ont tout nié, tant l'opération Azoria que leur implication dans la construction du navire Explorer. La position de l'URSS à ce moment-là était, en somme, compréhensible. Faire une grande déclaration publique de protestation ou prendre des mesures encore plus radicales aurait signifié une reconnaissance totale et sincère. Nous avons perdu un sous-marin équipé d'armes nucléaires. Nous n'avons pas réussi à le retrouver et nous n'avons aucune idée de ce qui lui est arrivé. Comment les journalistes ont pu obtenir des informations secrètes sur le projet Azoria que la CIA avait réussi à garder confidentiel pendant de nombreuses années reste encore un mystère. Il existe une théorie selon laquelle l'un des bureaux de la société Howard Hughes a été cambriolé, et parmi les objets volés se trouvaient des documents concernant la collaboration avec la CIA. Selon une autre version, des fonctionnaires de haut rang du ministère de la Défense auraient fuité l'information à la presse, ne souhaitant pas la poursuite de l'opération. Quoi qu'il en soit, une autre conséquence intéressante de l'exposition médiatique de l'opération Azoria a été que des membres des familles des participants à la mission en ont pris connaissance. Ils n'avaient, bien sûr, pas le droit de leur parler de leur véritable occupation. Un matin, l'un des hauts responsables de l'opération Azoria prenait son petit déjeuner avec sa femme. La radio jouait dans leur cuisine lorsqu'elle a annoncé une nouvelle sensationnelle concernant le navire Explorer et sa mission de relevage de la sous-marine soviétique. À ce moment-là, un dialogue génial a eu lieu entre le mari et la femme. « Tu as entendu la même chose que moi, là maintenant ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit-il. « Tu étais là-bas ?» Le militaire prit une gorgée de café et répondit « Je ne sais pas. » Et bien que certaines informations sur le projet Azoria aient été publiées dès le milieu des années 70, la plupart des détails restent encore classés. Le mot Azoria
n'a été utilisé publiquement par la CIA que 15 ans auparavant. En raison du secret entourant le projet, une expression est apparue aux États-Unis, devenue un mème. Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer. Au milieu des années 70, les journalistes, en utilisant la loi sur la liberté d'information, ont exigé que la CIA reconnaisse l'existence du projet Azoria. Nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer, leur ont-ils répondu. En grande partie à cause du fait que la CIA n'a toujours pas déclassifié la plupart des données sur le projet Azoria, les débats autour de ce sujet se poursuivent encore aujourd'hui. L'une des principales questions est: dans quelle mesure l'opération la plus ambitieuse de la CIA a-t-elle été réussie? Il est connu que lors du relevage du K-129, les 2/3 du sous-marin ont été perdus. Il y avait des valeurs majeures, sous forme de missiles nucléaires et d'équipements de cryptage. D'un autre côté, les Américains ont tout de même réussi à récupérer la partie restante du sous-marin, où se trouvait une partie de la documentation, des technologies et une torpille avec une ogive nucléaire. La CIA n'a pas publié et ne publiera probablement jamais la liste complète de ce qu'ils ont découvert sur la partie relevée du sous-marin. De manière informelle, certains participants à l'opération ont raconté aux journalistes que les découvertes étaient très significatives. Mais dans quelle mesure cela est vrai et quelles étaient ces découvertes reste inconnu. Le simple fait que les Américains, dans une atmosphère d'absolue confidentialité, aient réussi à construire en quelques années un navire que personne n'avait construit avant eux, à créer des technologies qui n'existaient pas et à achever, même partiellement, ce que personne n'avait réalisé auparavant. C'est un résultat impressionnant. Des années plus tard, l'amiral Degala a qualifié le projet Azoria de fantastique lors d'une interview et l'a comparé à un vol vers la Lune. Que s'est-il passé avec le sous-marin K-129? Quelle a été la cause de la mort de 98 marins? Cela reste encore inconnu. Il existe plusieurs théories allant des pannes techniques de certains systèmes du navire qui auraient conduit à une explosion avant la collision avec le sous-marin américain ou un navire inconnu. Ce que nous pouvons dire de manière plus ou moins certaine provient des enregistrements des hydrophones qui ont permis aux Américains de localiser le K-129. L'analyse du son a montré qu'une explosion s'était produite sur le sous-marin alors qu'il était à la surface. Certaines sections du sous-marin étaient ouvertes à ce moment-là, et lorsque celui-ci a commencé à couler, l'eau a progressivement rempli la coque. Grâce à cela, à une profondeur sous pression, le sous-marin ne s'est pas disloqué en morceaux. En octobre 1992, le directeur de la CIA, Robert Gates, a effectué une visite dans la capitale de la Russie. Après un demi-siècle de relations tendues entre les pays, il est devenu le premier responsable de la Central Intelligence Agency à visiter Moscou. En signe de geste amical, Gates a remis au président russe Boris Eltsine un drapeau soviétique que les Américains avaient utilisé lors des funérailles des marins du sous-marin K-129, ainsi qu'un enregistrement vidéo de la cérémonie. À ce moment-là, la direction russe a officiellement reconnu pour la première fois la perte du K-129. En 1998, à l'occasion du 30e anniversaire de la tragédie, tout l'équipage du sous-marin a été décoré à titre posthume de médailles pour bravoure. Les proches des victimes ont alors été transportés sur le site de la disparition du K-129 dans l'océan Pacifique. Là, à une profondeur de 5 km, où régnait une obscurité totale et où rien ne troublait le silence, se trouvait la tombe de leurs proches.